Je suis présidente de Gungun Orphelinat, qui est une association belgo-congolaise. Donc, nous avons nos bureaux ici, notre siège social est ici. Et à Goma, nous avons notre propre orphelinat et l'administration avec. Ce qui fait que depuis plusieurs années, on effectue plusieurs allers-retours sur le terrain. Mais ici, les 5 dernières années, j'étais moi personnellement appelée à être, j'ai même envie de dire, à vivre là-bas. Donc, au plus les années passées, on avançait, on s'est rendu compte que le besoin était vraiment grand. C'est comme ça que j'ai effectué plusieurs allers-retours. Je viens 2 mois ici, 1 mois là-bas, 2 mois ici, 1 mois là-bas. Donc le 21 janvier 2025, je prends mon vol de Bruxelles pour me rendre à Goma. Le 23, j'arrive sur place et le 26, donc le 24, le gouverneur a été tué et tout a commencé le 26. Ce qui m'a vraiment frappé, c'était 3 jours après cette guerre, de voir autant de morts, autant de cadavres. C'était des massacres, autant de militaires que les civils aussi. Les militaires, je suppose que c'était pendant les confrontations et les civils, à mon avis, pendant qu'ils étaient en train de se déplacer. Mais d'après les informations, parce que nous-mêmes sur place, on s'est posé la question de savoir comment ça se fait qu'il y a eu autant de civils victimes dans cette guerre, et on nous a dit qu'on leur tirait dessus tout simplement parce qu'ils étaient au courant que certains de nos militaires s'étaient déguisés en civils. Donc pour eux, alors, ils tiraient sur tout le monde. Donc d'un côté, on avait le groupe Les Wazalendo et la FARDC ensemble, et de l'autre côté, on avait M23 et AFC. Beaucoup de gens nous parlent de l'armée rwandaise qui aurait envahi le Congo. Vous confirmez ou... Sincèrement, je les ai vus, je les ai... Donc, on a eu à échanger aussi parce que, voilà, ils sont là. Ils venaient se présenter, au fait. Hein. Quelques jours après, ils venaient, ils demandaient, ils se présentaient que, voilà, on est là, on voulait faire connaissance. Et effectivement, c'est des Rwandais. Et puisqu'ils parlaient Kinyarwanda, anglais et Kiswahili. D'accord. Certains parlaient Kiswahili. Je ne sais pas maintenant si tous, mais vraiment, c'est même entre eux en discutant, c'est vraiment le Kinyarwanda et l'anglais. Oui. Pouvez-vous, en quelques mots, nous décrire un peu la situation, comment la ville de Goma a été attaquée et comment les autres se sont organisés pour se défendre? Ah oui, comme j'étais à l'abri, ça, je pense que ça va être compliqué pour moi de répondre à cette question. Je sais juste que ça avait commencé à 20 heures. Pourquoi je sais à 20 heures? Parce que j'avais une alimentation là-bas et j'étais encore à l'alimentation. Et le bureau national de la police était juste en face de mon alimentation. Et j'ai vu vraiment vers 20 heures, tout d'un coup, ils sont tous sortis et ils étaient en train de s'éparpiller, d'aller dans tous les sens, les taximens, les voitures qui commençaient à courir. Et c'est comme ça que j'ai fermé mon alimentation. J'ai sauté dans le premier taxi. Je suis allée à l'orphelinat et ça commençait déjà à tirer à ce moment-là. Et les tirs, les bombardements ont duré 3 jours complets. Oui, j'imagine que vous êtes resté quelques jours après Oui, je suis l'occupation. restée encore 1 mois après la guerre. Ah, Puisque d'accord. la guerre a commencé, parce que donc je suis partie de la Belgique le 21, j'ai atterri à Kigali et le 23 j'étais à Goma. Donc la ville a été prise le 26, le dimanche 26. Et le 29, là, je suis sortie. J'ai essayé aussi de me mettre à l'abri parce qu'on n'avait pas d'électricité, pas d'eau, pas de connexion, on ne pouvait pas communiquer avec l'extérieur. Il fallait que je sorte, que je trouve un moyen, au moins ne fût-ce que d'annoncer à ma famille ici en Belgique que voilà, je suis en vie. Et j'ai pensé directement par le Rwanda parce que c'est le seul chemin. De toute façon, on n'avait pas 1000 solutions. En sortant, déjà, tout le monde disait l'aéroport est tombé, le mont Goma est tombé, donc on n'avait pas d'autre solution que de passer par là. Arrivé au Rwanda, on a eu donc c'est là qu'on a croisé tous ces cadavres, toutes ces atrocités, voilà. Dans l'ensemble, comment la population réagit? C'est vraiment une très bonne question. En fait, j'ai vu sur les réseaux sociaux plusieurs personnes de la diaspora et de Kinshasa qui disaient comment ça se fait que l'Est a applaudi pour le rebelle. Il faut se dire que déjà depuis l'époque de Moussé Kabila, les Rwandais, quand ils arrivent, ils vous dominent. Donc vous avez le choix entre la mort et vous soumettre à leurs demandes. Ce que la population n'a fait que se soumettre et réagir à ça. Alors que les photos, les vidéos arrêtent de dire que non, on a applaudi, on a dit ok, on est libéré. Non, pas du tout. Les Kewasalendo nous ont défendus, la FARDC nous a défendus, mais les jeunes aussi nous ont défendus. On n'a peut-être pas gagné ou remporté cette victoire, mais après, on tient quand même à notre vie, justement, trouver des solutions plus tard. Une des raisons qui a fait que
que la ville soit tombée parce qu'on était déjà encerclés et on ne pouvait pas faire autrement. On ne pouvait pas faire autrement, on ne sait pas. Oui, vous voulez que je vous dise, c'est que la population de Goma dit, on fait chier, bacha, tout ça. Donc, biso, babosana, biso, tout ça, la cannabis sauté. Donc, moi, j'ai un de mes cousins qui m'a dit ça, qui m'a dit, vous savez qu'à un moment donné, si vous ne vous occupez pas de nous, moi, je vais me fâcher, je vais aller me ranger de l'autre côté. Il m'a dit ça. Il m'a dit, vous ne comprenez pas que vous, en fait, vous nous abandonnez, vous êtes à l'extérieur, vous ne faites rien pour nous, vous ne nous défendez pas, on est là, on n'a pas... Donc, ça, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de moyens. En temps de guerre, c'est le chaos total. Plusieurs vont à l'école, ils ont des diplômes, des licences et tout ça. Ils ne trouvent pas de travail. C'est vraiment, c'est terrible, c'est terrible. Pour eux, c'est comme si Kinshasa était un autre pays et l'Est est un autre pays. Le président vient d'accepter de négocier. On n'attendait que ça. Pour eux, ils attendaient que ça. Sincèrement, on était là. On a vu plusieurs vidéos du président où il disait je ne veux pas négocier, je ne veux pas négocier. La réaction de la population, ils s'en foutent de nous. Ils s'en foutent de nous. Donc, c'était vraiment ça la réaction. Ce que j'ai dit ici, c'est vraiment tout ce que je voyais, j'entendais. On est en train de nous tuer, on est en train de nous violer, on va vivre comment la population. Donc, finalement, si tout le monde meurt, le Rwandais va s'installer. Hein, il ne restera plus que des Rwandais parce que nous, on nous assassine tous les jours. Si on ne fait rien, à un moment donné, il fallait que ça passe par, qu'on en arrive là à la négociation, parce qu'on n'avait plus d'armée, on n'avait plus de... On allait se défendre, comment on était entouré. Justement, comment voyez-vous l'évolution de la situation à l'Est et les relations entre le Rwanda et le Congo dans l'avenir? La population, elle est détruite. La population, elle est détruite. Il y a un très grand travail à faire derrière ça. C'est déjà une très, très bonne chose qu'il y ait une négociation et le reste, peut-être, ça viendra petit à petit. Ça demandera encore des décennies et des décennies pour reconstruire ces côtés du Congo. Pour le Rwanda, je ne sais pas, comme je ne suis pas politicienne, j'ai du mal à projeter ou à y réfléchir. Moi, je regarde d'abord plus le côté humain pour la population et voilà. Un tout grand merci, Madame Carole.